Le cercle RH pour parler des dossiers chauds de la rentrée. Je veux parler des dossiers qui vont impacter les entreprises et aujourd'hui en particulier les PME, les TPE, tous ceux qui ont des petites entreprises et qui évidemment observent la nomination de ces nouveaux ministres à l'industrie, à l'emploi et au travail et les mots de Michel Barnier, parce qu'il va se passer évidemment des choses dans les semaines à venir. Et on en parle avec vous, Marc Sanchez. Ravi de vous accueillir. Merci. Secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants. Combien d'indépendants réunis au sein de votre syndicat ? Aujourd'hui, on fédère entre 25 et 30 000 entreprises en adhésion directe. En liaison directe, ça veut dire que vous avez une photographie assez précise de l'état d'esprit des PME, TPE. D'abord, un petit mot quand même sur le bilan, parce qu'on va parler des enjeux de SMIC, puisque c'est évoqué, de salaire, d'impôts. Un bilan quand même sur l'état des lieux. On a eu une crise Covid avec un soutien massif de l'État, chômage partiel, des prêts contractés par une partie de votre réseau. Et on voit aujourd'hui les conséquences qui avaient été indiquées. L'effet domino, c'est des faillites qui augmente. Je ne dis pas de bêtises. Non, si on prend les statistiques de la Banque de France, au mois de juillet, on était en lycée sur 12 mois à 63 000 liquidations judiciaires, dont à peu près 26% d'entreprises de moins de 5 salariés. Donc on est effectivement sur un niveau de cessation, et on n'a pas encore fini l'année, qui est effectivement colossal, qu'on n'a quasiment pas connu depuis les 15 dernières années. C'est ce que je disais, en fait, c'est des chiffres. Il faut revenir dans les années 2002. Oui, 2003. À peu près à la crise de 2002-2003 et les subprimes aussi, 2006, 2007, 2008. À peu près, Quel est le problème ? Parce que ça, c'est votre réseau. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, aujourd'hui, met la clé sous la porte ? Elle n'arrive plus à payer les prêts, elle n'a pas les clients en face. Qu'est-ce qui se passe ? Disons qu'il y a eu beaucoup d'événements. Alors, vous avez évoqué effectivement la crise du Covid, mais on en est assez loin aujourd'hui. Et je pense que les entreprises qui tombent les conséquences ne sont pas liées directement au Covid. On est plus en dernier ressort sur la baisse de la consommation, notamment l'inflation et la crise énergétique qui laisse encore pas mal de traces aussi dans des entreprises de proximité. Je pense aux boulangers, au pressing notamment, qui sont dans de vraies difficultés. L'inflation, on nous dit que c'est derrière, mais je lis ce matin dans la presse que les restaurateurs, par exemple, vont augmenter considérablement leurs prix et qu'un certain nombre de secteurs va faire la même chose. Ouais. On se mord la queue, puisqu'en fait, les restaurateurs augmentent les prix parce qu'ils ont moins de consommateurs. Et en augmentant les prix, ils risquent d'en avoir encore moins. Enfin, c'est pas un cercle vertueux. Ça n'est jamais un cercle vertueux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, forcément, c'est une conséquence inflationniste. Ça joue sur les marges des entreprises. Donc, il faut aussi à un moment que l'indépendant, le commerçant, l'artisan puisse vivre de son activité. Donc, forcément, si on a du mal à essayer de rogner sur ses frais généraux, ses fournisseurs, et qu'on a assez usé sa propre rémunération, parce qu'il ne faut pas oublier là-dedans aussi, quand on parle de pouvoir d'achat, quel est le pouvoir d'achat des indépendants, des commerçants, des artisans. Aujourd'hui, dans notre dernier baromètre, on a constaté qu'on avait quand même 47% des sondés qui touchaient moins d'un SMIC pour 200 heures mensuelles. Donc effectivement, la crise de pouvoir d'achat, elle est impactée sur les salariés, mais elle est aussi impactée sur les entreprises. Et encore à ce jour, en tout cas, c'est les entreprises qui permettent d'avoir des salariés. Arrivons aux réformes envisagé, puisqu'encore une fois, le discours politique général du Premier ministre n'a pas eu lieu. Il aura lieu début octobre. On a quelques pistes. Il a donné quelques informations confidentielles, notamment sur les hausses d'impôts. Il a ouvert la porte. Oui. Il a ouvert la porte. En tout cas, il a clarifié en tout cas sa position et confirmé sur... Il a ouvert la porte et certains s'y sont engouffrés. Je pense notamment à la déclaration de Patrice Martin. Exactement. Nous sommes prêts, dit-il, au MEDEF. Oui, enfin lui est prêt peut-être avec ses grandes entreprises, mais nous, dans nos entreprises à nous, donc les moins de 5, les moins de 10 salariés, c'est une ligne rouge à certainement pas franchir parce qu'elle ne sera pas ni supportable ni acceptable. On est déjà quasiment au taquet. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un niveau de pouvoir d'achat au niveau des travailleurs indépendants aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux en tout cas, qui est plus que faible si on met ça en rapport effectivement au nombre d'heures travaillées, aux risques qui sont pris, aux investissements qui sont faits. Et cette situation d'incertitude qui dure quand même depuis la dissolution, donc ça fait quand même un certain temps, a déjà des conséquences économiques, puisqu'on a quasiment 69% de nos adhérents qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils ont arrêté leurs investissements quand ils en avaient encore la capacité, voire même leur recrutement. Donc en fait, ces phénomènes ne se constatent pas encore directement maintenant, mais on risque effectivement en 2025 de beaucoup tanguer si on a une politique fiscale qui est la même pour toutes les tailles d'entreprises. Alors précisons quand même que les entreprises françaises contribuent largement à l'effort national, puisque le taux de prélèvement, qu'on soit à l'INSEE ou Banque de France, c'est
un peu plus de 47% de cotisation. Ça veut dire que le Premier ministre envisagerait d'augmenter les cotisations, de travailler sur la CSG, CRDS, quels sont les leviers selon vous? Parce que vous n'avez pas encore d'interlocuteur, j'imagine que vous n'avez pas encore vu votre ministre de référence. On est en attente du rendez-vous à ce stade. Mais avec qui? Avec lequel? Avec les deux, avec le ministre de l'économie, et du budget, M. Armand, et Laurent Saint-Martin, qu'on connaît bien, parce qu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec lui, effectivement, au niveau des comptes publics. Et je pense que c'est lui, sous la tutelle de Michel Barnier, qui aura effectivement les éléments de décision. Donc c'est à eux à qui vous allez déposer le baromètre et les chiffres que vous nous donnez sur le plateau, là, aujourd'hui, oui, en leur disant où est-ce que vous allez pouvoir augmenter les impôts. Alors, il y a déjà des pistes qui ont été évoquées par le Premier ministre. Je pense, là encore, il y a une interview qu'il a accordée dimanche, il me semble que c'était dans le JDD, où il parle effectivement de revoir un petit peu le principe de rémunération des dividendes pour les dirigeants de SAS, notamment, en voulant effectivement limiter les dividendes, un peu comme dans les SARL, où vous avez un pourcentage en fait du capital social, en voulant limiter les dividendes et passer la partie supplémentaire sur l'ISR et donc y intégrer les cotisations sociales. Ça, je pense que ça va être la recette estimée, c'est grosso modo à peu près, d'après nos calculs, à peu près 1,5 milliard d'euros qui risqueraient de tomber, mais qui sont de la rémunération effectivement à nouveau taxée en moins pour des chefs d'entreprise qui se rémunèrent sur les dividendes pour certains. Notamment, oui. Donc ça risque d'être une très très mauvaise surprise. En coût moyen, si on lisse, ça fait à peu près dans les 3 000 euros d'augmentation à peu près annuelle. Emmanuel Macron avait dérégulé, permis un accès aux dividendes large en payant une taxe. Oui. En fait, c'est une vieille recette qu'on ressort aujourd'hui, qui effectivement essayait de mettre en place un système d'inéquité, soi-disant, entre la forme sociétale SARL et la forme SAS. Le problème, c'est que le gouvernement a vu que la forme SAS est une forme qui est en explosion, c'est-à-dire en constitution d'entreprise aujourd'hui. Les experts comptables disent. Il y a 630 000 SAS et ça va monter. Donc forcément, c'est plus facile d'aller taper en termes d'imposition sur une structure sociétale qui va gonfler plutôt que sur une structure qui va diminuer. Parce que plus l'assiette est large, exactement. Plus la ça fera du rendement qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais là encore, sans contrepartie, c'est tout le problème. Vous avez envie de lui dire quoi, Laurent Saint-Martin et au ministre de l'économie? Concrètement, vous avez, examiné des pistes possibles? Parce qu'on évoque aussi, puisqu'il faut quand même partir du principe que ce gouvernement n'a pas la majorité absolue et que la partie gauche de l'hémicycle évoque quand même des hausses de SMIC jusqu'à 1 600 € net. On a déjà parlé de ce sujet, mais le sujet est sur la table. Est-ce qu'il faut ou pas augmenter? Alors là-dessus, le dernier baromètre qu'on a sorti au mois de juin montrait effectivement qu'il y avait 80% de nos adhérents qui étaient bien évidemment opposés à cette augmentation sans compensation des charges inhérentes. Ce qu'il faut savoir déjà sur le SMIC, c'est que la hausse du SMIC sur les 2 dernières années dans nos entreprises, c'est 14%. Donc c'est quasiment le niveau inflationniste. On est même sur une indexation de la rémunération par rapport à l'inflation. Et le deuxième élément, c'est que c'est le gros de nos troupes. C'est-à-dire 28% aujourd'hui des salariés sont des salariés dans les TPE et notamment des salariés dans les entreprises à forte main-d'œuvre. Donc nécessairement, si effectivement on a une augmentation sur de l'emploi qui reste de l'emploi non qualifié quand même, globalement. Avec quoi, de nettoyage, société de nettoyage? Oui, c'est ça, entreprise de nettoyage, entreprise dans le domaine du transport. Qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Les HCR aussi, évidemment. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça risque d'être problématique et beaucoup s'engagent à soit ne pas recruter, soit à licencier, parce qu'on rentre là encore dans une espèce de déphasage entre l'activité économique en tant que telle et la pression fiscale actuelle et qui risquerait d'augmenter par ces hausses de d'ailleurs, avec pouvoir un d'achat. risque potentiel pour vos clients, qui sont d'ailleurs souvent très contraints par les appels d'offres, puisqu'en fait leurs prix sont bloqués, mais pour certains d'augmenter les prix. J'évoquais la restauration qui dit pas le choix, on va devoir augmenter. C'est tout le problème. Quand vous voyez aujourd'hui que la restauration se bat, j'ai vu ça sur l'UMI notamment, pour que les tickets restaurants soient justement effectivement fortement canalisés sur les restaurateurs et non plus dans les grandes surfaces, ça fait partie de ce jeu-là, parce que c'est un enjeu économique à plus de 200 millions d'euros. Quand on voit que le salaire moyen dans ces secteurs a largement augmenté depuis déjà les 3 ou 4 dernières années, alors il y avait certainement des correctifs à faire. Effectivement, il faut rester quand même assez carré dans tout ça et c'est pas le chemin qu'on prend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait un message à faire passer au niveau du gouvernement, c'est avant de commencer à engager les discussions, parce que ça a été assez vite, le gouvernement a été nommé samedi et dès dimanche, on parlait déjà de la taxation sur les dividendes des indépendants. Plus après la déclaration de Patrice Martin, on ne sait toujours pas à
ce stade. Alors on espère effectivement voir le bout du tunnel d'ici au 1er octobre, mais on ne sait toujours pas à ce stade quelle va être effectivement la punition qui risque de nous être imposée d'un point de vue fiscal. On vous sent un peu en colère contre la position très, très rapide, puisqu'on a le sentiment que Patrice Martin anticipe de toute façon une augmentation des cotisations ou des impôts sur les entreprises. C'est même pas qu'il anticipe, c'est qu'il l'acquiesce en fait. Alors dans le titre, qui est un titre en fait entre guillemets, donc on peut penser que c'est repris. Alors c'est pas le sens de son papier, puisqu'il est effectivement sur, comment dirais-je, sur une imposition plus ciblée sur les grandes, etc. Même en y mettant certains bémols. Mais c'est le message en fait qui est assez dévastateur. C'est-à-dire que quand nos adhérents lisent ça, ils se disent mais attendez, c'est pas possible. Mais nous on n'a rien à voir avec des groupes du CAC. Exactement. Et donc forcément c'est la réaction qui nous demande de porter. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'il faut différencier effectivement les grandes entreprises, les moyennes et les petites. Les petites sont dans des situations très compliquées que j'évoquais précédemment, et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir, on va dire, y compris en termes de prélèvements obligatoires, de fiscalité et même de salaire, d'avoir une politique qui soit mesurée. Ce qui devrait faire, à mon sens, le gouvernement aujourd'hui, s'il veut essayer de donner un petit peu d'espoir, c'est déjà de commencer à penser quels vont être les éléments qu'il va mettre en avant pour une baisse des dépenses et surtout une meilleure gestion de ces dépenses-là. Avant de parler d'augmentation des prélèvements, qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure... Ah ben oui, justement... il ne démarre pas par réduire les dépenses, il démarre par comment augmenter les recettes. Exactement, oui. Enfin, après, l'un dans l'autre, ça peut arriver à la même chose, mais c'est toujours sur les mêmes cibles. Mais ce n'est pas la même stratégie, puisque vous parlez les dépenses, c'est avoir une vraie stratégie autour de notre fonction publique, autour des axes stratégiques, c'est ça dont vous parlez? Ah ben oui. Enfin, et d'ailleurs, le président du MEDEF l'avait évoqué, les pistes, on les partage de manière assez similaire sur les constats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut éviter de tracer dans les dépenses qui économiquement sont, on va dire, viables pour le développement de notre économie. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on attend des mesures qui soient, des annonces en tout cas, qui soient contraintes. Alors, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que le Premier ministre est quand même aussi assez cadré dans sa démarche au niveau du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. C'est ça, je l'évoquais. Et c'est là où effectivement, il n'a pas les coups des franches. Oui, on pourrait essayer de lui faire avaler des couleuvres qu'il n'a pas envie d'avaler, quoi. Donc c'est tout le problème. Avant de nous quitter, Marc Sanchez, on parle beaucoup là de macro, d'économie, de chiffres, et c'est des enjeux forts. Quel est la santé mentale de votre réseau? Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, et d'ailleurs le Premier ministre a évoqué que la santé mentale serait le pilier ou le grand dossier, le grand chantier de l'année. Ils en sont où, vos indépendants? Écoutez, ça fait un moment que je suis dans le monde patronal en tant que chef d'entreprise et responsable syndical, et j'ai jamais vu des taux aussi négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande un petit peu, on le voit dans nos baramètres, quel est l'état d'esprit de nos entrepreneurs aujourd'hui, dans 89%, il est négatif, et ça dure depuis déjà presque une année. Alors, dans le négatif, il y a des variations. Il y a ceux qui sont en colère, il y a ceux qui sont complètement désespérés, il y a ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils travaillent trop pour le retour qu'ils en ont et qui ont envie d'arrêter. D'où l'explosion d'ailleurs qu'on a sur les cessations volontaires d'activité. Il y a eu 237 400 cessations volontaires d'activité depuis le début de l'année. C'est plus 10% par rapport à 2023. Alors certes, c'est pas tous des gens qui décident d'arrêter. Il y en a qui partent à la retraite, etc., etc. Mais le gros des troupes constitue quand même un nombre certain d'entreprises qui baissent les bras. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf de la guerre, c'est le moral pour un entrepreneur. Évidemment. Et à partir du moment où il est... Et la santé, je le redis. Oui, ça va avec, oui, forcément. Ça peut jouer énormément. Et à partir du moment où il n'est pas présent, ça risque d'être compliqué. Ouais. Merci Marc Sanchez, secrétaire général SDI. Et vous êtes venu, j'allais dire presque en exclusivité sur notre plateau, faire passer les messages à Laurent Saint-Martin et au ministre de l'économie. Tout à fait. Laurent Saint-Martin étant en charge du budget. C'est les messages que vous allez leur transmettre de visu le jour où vous aurez le rendez-vous. Écoutez, oui, et surtout en plus, dans la déclaration de la passation de pouvoir, le ministre de l'économie a dit qu'il allait effectivement être très attentif aux commerçants, aux artisans, aux dirigeants de TPE qui constituent la force vive et la majorité de nos entreprises. Donc on lui dit chiche et on attend effectivement. Merci Marc Sanchez d'avoir donné rendez-vous. On tourne une page après ce grand entretien et ces annonces, ou en tout cas ces revendications. On s'intéresse à la R&D, dans Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite.